Salut les amis, c'est Henri, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler de l'angoisse de morcellement, à savoir comment on peut l'expliquer. Lorsque je regarde le portrait de Dora Maar, il faut savoir que c'était la muse de Pablo Picasso, la nature abstraite du style cubiste, ça me rappelle quand même pas mal ce que ressentent pas mal de personnes que j'accompagne. À savoir, ce sont des personnes qui se sentent morcelées, fragmentées, déconnectées de la réalité et des gens, désordonnés et émotionnellement vulnérables. Le trop-plein d'informations et d'images provenant des réseaux sociaux et de la télévision aujourd'hui, associé à la nécessité d'être constamment branché, fait que de nombreuses personnes se sentent dépassées, épuisées, irritables, anxieuses, voire déprimées. Le calme et la tranquillité semblent être une denrée rare aujourd'hui, même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, car ils doivent constamment consulter les réseaux sociaux, répondre aux mails, aux tweets, aux likes Facebook, etc. Tous ces éléments s'ajoutent à une quête d'identité et de sens chez les individus pour générer au final une angoisse relativement importante. Vous connaissez en fait ma passion pour Jung si vous consultez le blog grandéveil.fr, et pour Jung, l'angoisse de morcellement survient lorsqu'elle déborde sur le moi, ou plutôt sur l'ego, sur la personnalité. Cette angoisse va alors investir un objet générateur de phobie, et va investir des représentations obsédantes pour la personne qui en est atteinte. Le moi, dans ce cas-là, agit comme une barrière. Le moi, c'est le choix, c'est la conscience. Et on va dire que cette angoisse, elle vient de l'inconscient. Et enfin, ce débordement global d'angoisse, donc, va entraîner un morcellement de la personne, qui deviendra alors angoissée, chronique, tout en ayant une dépression qui peut être masquée. Pour parler d'un autre philosophe, on va s'intéresser à ce que dit Freud concernant l'angoisse de morcellement. Le philosophe Freud, lui, il s'est penché sur le lien qui existe entre l'angoisse de séparation et l'angoisse de morcellement. À cet effet, Freud a établi les différentes étapes du fameux fractionnement de l'âme, ou du moi de l'individu à cause de cette angoisse. Pour lui, la cause première de cette fameuse angoisse de morcellement vient d'une frustration, cause d'un désir important chez l'individu qui génère donc des névroses. Ces névroses fragmentent l'âme ou l'ego de l'individu, et à cet effet, Freud finit par conclure que ce morcellement dépasse le narcissisme, tellement le duo désir insatisfait et névrose engendre un cercle terriblement vicieux. Puisqu'on a un désir d'autre chose que ce que l'on est, cela engendre des névroses, puisque c'est un désir qui, par essence, va être impossible à satisfaire. Donc Freud donne l'exemple d'un patient à lui qui était homosexuel, et dont le moi idéal est par opposition à sa sexualité hétérosexuelle. Il développe ainsi un morcellement de sa personnalité et une gigantesque angoisse qui grandit encore et encore jusqu'à générer une dépression. Et donc quels sont les stades de l'angoisse de morcellement selon Freud ? Le premier stade, c'est le concept de la toxicité. La première théorie de Freud sur l'angoisse de morcellement remonte aux années 1900, avant même l'utilisation du terme psychanalyse. À ce stade précoce, il ne considérait pas que l'angoisse de morcellement était liée à des pensées ou des idées, mais il observait qu'elle était étroitement liée à la sexualité. Faut savoir que pour Freud, tout vient de la libido, et il définit la névrose comme une excitation sexuelle qui s'est transformée en autre chose. À cette époque, Freud considérait cette excitation sexuelle ou libido, comme il l'appelait, comme une substance hypothétique que nous pourrions comparer à quelque chose comme la testostérone. Donc c'était vraiment sa théorie à l'époque. L'argument de Freud était que lorsque la voie de la satisfaction est bloquée, par exemple dans le cas du coitus interruptus, c'est-à-dire qu'à l'époque l'abstinence était extrêmement fréquente, eh bien l'accumulation de libido insatisfaite qui en résultait prenait un caractère toxique, trouvant un exutoire dans l'angoisse de morcellement, puisqu'elle était utilisée pour rien d'autre. Comme il le dira plus tard, l'angoisse névrotique naît de la libido et lui est donc liée de la même manière que le vinaigre peut être lié au vin. Il faut savoir que le vinaigre veut dire vin aigre, et à la base, avant le vin, c'était le vinaigre qui existait. Ensuite, sa théorie a progressé et on arrive au stade 2 de l'angoisse de morcellement. Selon lui, ça vient de la répression. Le point de vue de Freud sur l'angoisse de morcellement a évolué lorsqu'il a développé sa théorie du refoulement. Il décrit comme les idées liées aux pulsions sexuelles sont rejetées de la conscience lorsqu'elles entrent en conflit avec les normes sociales civilisées. Ça vient donc de la société. En d'autres termes, Freud affirmait que le processus de transformation en êtres sociaux
nous obligeait à renoncer à certaines de nos pulsions sexuelles, qui restaient insatisfaites. Son concept de la toxicité antérieure de l'angoisse, en tant qu'excitation sexuelle transformée, a été malgré tout conservé. Une modification importante a néanmoins été apportée, alors que ces vues antérieures supposaient que la cause de l'angoisse de morcellement venait des blocages externes à la libération sexuelle, et donc on se retenait de satisfaire notre sexualité. La théorie de la répression a déplacé l'accent sur les blocages qui sont internes désormais. Il s'agit d'une théorie de l'inhibition psychologique ou de répression des pulsions. Et enfin, au stade 3 de sa théorie, donc la fin de sa réflexion sur le sujet. À la fin des années 1920, Freud a commencé à introduire une nouvelle théorie très différente de l'angoisse, abandonnant finalement sa vision antérieure de l'angoisse comme une libido transformée. Il établit une distinction importante entre une angoisse de morcellement qui est automatique, qui est plus primaire, qui est déclenchée par une situation traumatique, dans laquelle le moi, ou l'ego, la personnalité, il est impuissant et il est submergé. On se rapproche donc de la théorie de Jung par rapport à cette angoisse de morcellement. Et il y a également un autre type d'angoisse, c'est l'angoisse en tant que signal qui peut être activé dans la réponse de l'ego à des situations de danger, comme une sorte d'avertissement de l'imminence d'une situation traumatique, afin que des mesures défensives puissent être mises en place pour l'éviter. Dans ce dernier cas, il s'agit donc d'une angoisse tout à fait normale. Il y a donc deux types d'angoisse, sachant que à la base, il n'y en avait qu'une. Donc il n'y avait pas de distinction qui était faite entre le morcellement et l'angoisse qui peut être ressentie pour la survie de l'individu. Ces situations de danger tendent à graviter autour des menaces qui découlent de la perspective d'être impuissant et à la merci des autres. Menace de perdre un être cher, de perdre l'amour d'un autre, ou d'être attaqué. En fin de compte, selon Freud, ces menaces sont des manifestations d'une menace plus fondamentale, la menace de castration ou d'impuissance. Cette dernière phase donne à l'angoisse une place beaucoup plus centrale dans le fonctionnement de la psyché de l'individu. Au lieu d'être une sorte d'effet secondaire d'un refoulement, il est désormais possible de penser les contours même de l'esprit avec ses défenses et ses symptômes, comme étant avant tout un moyen d'éviter le danger. C'est ça le but de l'angoisse à la base. Et c'est ça le but de l'anxiété également, lorsque l'angoisse est avant tout un signal. Quelles sont les causes connues de l'angoisse de morcellement ? Les expériences d'angoisse de morcellement sont universelles dans la petite enfance, où les dangers psychiques sont régulièrement vécus comme des traumatismes. 8 causes connues sont considérées comme comprenant les principales dimensions de l'angoisse de morcellement. La première, c'est la peur d'être submergé. La seconde, la peur de fusionner. Ensuite, la peur de se désintégrer, en fait, de perdre son ego, son moi, sa personnalité. La peur d'empiéter sur les autres. La peur de perdre le soutien nécessaire des autres. La peur d'être incapable de faire face à certaines situations. La peur de s'inquiéter pour sa survie et de réagir avec une mentalité qui sera catastrophique. La peur de mal réagir. Les angoisses pathologiques de morcellement sont une conséquence et un corrélat du traumatisme psychique, de la faiblesse du moi, de l'ego, de la perte d'objets et de la pathologie du moi. Les symptômes, les schémas de pensée, les états d'affect et les comportements sont particulièrement résistants au changement lorsqu'ils se défendent contre de telles angoisses. Enfin, pour conclure, j'ose espérer qu'à travers ce podcast, le sujet de l'angoisse de morcellement est désormais plus clair pour vous. Je vous invite évidemment à en faire part à un membre de votre famille, ou un ami, ou un proche, qui souhaiterait mettre un visage derrière ce trouble, jusque-là qui est relativement mystérieux et qui est peu abordé aujourd'hui. Les philosophes l'ont maintes et maintes fois abordé et ont été amenés à conclure que l'angoisse qui peut créer un morcellement de l'individu, c'est tout simplement l'angoisse chronique qui perdure et qui va influencer la personnalité de l'individu. Voilà, j'espère avoir été clair dans ce podcast audio. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Il y en aura évidemment d'autres qui traiteront de l'angoisse, également des différents types d'anxiété chez l'individu. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.